quand on parle de la drogue quotidiennement, quand on entend parler les ministres ou qu'on entend parler de la drogue autour de nous, on n'imagine pas forcément tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire d'où ça part, comment ça vient, et parce que c'est une économie mondialisée, la drogue, et c'est une économie qui a aussi un impact sur la politique. Pour ce qui est de la cocaïne, donc on sait qu'elle est produite à base évidemment de la feuille de coca qui est cultivée dans les Andes dans 3 pays principaux, la Colombie, la Bolivie et le Pérou. Et ensuite, cette coca transformée en cocaïne, elle transite par différents pays, notamment latino-américains. Je pense au Venezuela, je pense au Brésil, je pense à l'Argentine, il y a d'autres pays ensuite, et bien sûr le Mexique pour ensuite aller vers les États-Unis. Et cette drogue, on sait que depuis, cette cocaïne, on sait que depuis déjà plusieurs décennies, ceux qui en sont les principaux producteurs sont des cartels. Au départ, c'était principalement des cartels colombiens qui petit à petit ont été en partie supplantés par des cartels mexicains dans le transport de cette cocaïne vers les États-Unis et le Canada. Les États-Unis qui ont été et qui restent encore l'un des principaux marchés consommateurs de cocaïne. Mais aujourd'hui, en fait, on a un basculement, c'est-à-dire que les organisations colombiennes ne sont plus les seules à mener ce trafic. Elles ont été donc en partie supplantées par les grands cartels mexicains qui aujourd'hui sont extrêmement puissants. On le sait, on voit tous les jours, on entend parler toujours de ce qui se passe au Mexique, de leur influence, du nombre de morts que la guerre de la drogue a causé au Mexique. Et pour autant, les organisations colombiennes, qui sont peut-être moins vastes qu'elles l'étaient par le passé, on avait avant des grands cartels qui ont fait place à des cartels plus petits, on les appelle parfois les cartelitos, des petites organisations criminelles, entre guillemets, et qui continuent à trafiquer, et qui petit à petit ont jeté leur dévolu davantage sur l'Europe, qui depuis, disons, une quinzaine d'années, a pris une place beaucoup plus importante dans la consommation de cocaïne. Disons que jusqu'à la fin des années 80, c'était un peu la cocaïne, c'était la drogue du showbiz, c'était la drogue qui était plutôt réservée à une élite, entre guillemets, et puis elle s'est encore, entre guillemets, démocratisée, puisqu'aujourd'hui elle est moins chère, elle est disponible beaucoup plus largement, soit en tant que cocaïne telle qu'on la connaît et qu'on entend parler, soit sous forme de crack. Et donc les cartels colombiens ont commencé à vraiment mettre le paquet sur l'Europe. Et donc pour amener la drogue quelque part, il faut bien trouver des moyens et des lieux pour la faire passer, pour la transporter. Alors je vais prendre l'exemple donc du passage de la cocaïne de l'Amérique latine jusqu'à l'Europe, parce que évidemment c'est une marchandise illégale par définition, et donc il faut trouver des moyens de l'acheminer. Alors traditionnellement on l'acheminait par bateau, souvent sur des bateaux de pêche, sur des voiliers, évidemment aussi par des passeurs qui transportent des petites quantités et qui faisaient, pour ce qui est des navires, la ligne directe entre l'Amérique latine et l'Europe, arrivant dans des ports, ou bien quand il s'agit de voiliers dans des ports de plaisance. Et puis donc les passeurs, de différentes manières, soit ils arrivaient directement d'Amérique latine, soit ils faisaient étape. Je pense par exemple à la Dominique, qui est une des îles des Caraïbes où il y a beaucoup de passeurs qui transitent. Et puis, comme les contrôles se sont renforcés, comme les marines européennes, américaines et les services antidrogue à la fois européens et américains se sont, disons, entraidés pour lutter contre ce trafic maritime, bien sûr, mais aussi à travers les différents contrôles, les partages d'informations. Il a fallu pour les organisations criminelles colombiennes, et principalement colombiennes, parfois aussi boliviennes, mais c'est surtout colombiennes, trouver d'autres moyens moins directs pour pouvoir acheminer la cocaïne sur le marché sans évidemment que ça devienne économiquement non profitable pour eux, puisque une trop grande partie de la marchandise était saisie ou risquait d'être saisie par les marines occidentales ou bien les polices aux frontières, ou les douanes, bien entendu. Alors, dans les années, début des années 2000, milieu des années 2000, disons, certaines organisations se sont dit que l'Afrique de l'Ouest pouvait être une bonne plateforme de stockage et de redistribution. Alors, pour plusieurs raisons. C'est que l'Afrique de l'Ouest, elle est proche de l'Europe. C'est une région où il y a pas mal de petits États,
dont certains sont fragiles, voire corrompus. Et donc c'était une plateforme idéale pour des organisations criminelles qui sont rodées à l'implantation dans ce genre de région, puisque en Amérique latine, déjà les organisations criminelles colombiennes ou mexicaines utilisent des pays, disons, des pays de transit ou des pays de passage où ils corrompent les autorités, les administrations pour faire passer la drogue. Et ils ont appliqué en fait la même méthode pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ainsi que vers le milieu des années 2000, on a commencé à avoir des saisies phénoménales. Alors plutôt des saisies maritimes au départ par les marines occidentales. Des saisies de 2, 3 tonnes, voire 7 tonnes de cocaïne, ce qui représente des sommes monumentales. Et donc les experts, ceux qui travaillent sur ces questions se sont rendus compte que l'Afrique devenait une des zones de transit très importantes. Et ils ont cherché évidemment à savoir par où ça passait, comment ça passait. Donc il y a eu d'abord un très gros effort sur le plan maritime, essayer de mieux surveiller les côtes d'Afrique de l'Ouest, en se mettant ensemble. Alors les pays européens ont créé le MAOC, qui est un organisme qui partage les informations pour pouvoir lutter contre le trafic de drogue maritime, parce qu'il y avait ce qu'on appelle une sorte d'autoroute de la drogue entre l'Amérique latine et l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle même l'autoroute A10, parce que en fait c'est une zone qui est le long du 10e parallèle et qui est très utilisée par les bateaux de pêche, par les transports ou les bateaux de transport commerciaux, et donc ils se sont fondus dans la masse en plaçant des grosses cargaisons de cocaïne sur des cargos qui transportent officiellement des marchandises commerciales, mais qui en réalité transportent aussi de la cocaïne. Et donc là-dessus, les Européens ont eu un certain succès, puisqu'il y a eu beaucoup de saisies. Et petit à petit, les trafiquants se sont dit, bon, on va trouver une autre manière, parce que ça devient, là encore, pas rentable de transporter ça en permanence par cargo ou par voilier. Ce qui ne veut pas dire qu'on a complètement arrêté, mais ils se sont dit, il faut diversifier. Donc on l'a diversifié de deux manières. La première, c'est l'avion. Il y a de plus en plus d'avions qui ont décollé d'Amérique latine, en grande partie du Venezuela, pour atterrir en Afrique et donc déposer leur cargaison dans différents pays, Mauritanie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Sierra Leone, Mali. On en a parlé, on parle beaucoup du Mali en ce moment. Le Mali en fait partie, donc il y a pas mal de pays comme ça. Ça, c'était la première manière. Et la deuxième manière, ce sont les containers. Les conteneurs qui, au départ, ont toujours été utilisés pour le transport de drogue, mais le sont de plus en plus, avec une méthode pour essayer de déjouer les contrôles. C'est au lieu de mettre de très grosses quantités dans un conteneur, on en met de petites quantités dans plusieurs conteneurs. Comme ça, si on en attrape un, eh bien, les autres peuvent passer entre les mailles du filet. Donc là, on est dans, je vous ai expliqué, donc disons la première étape, si j'ose dire, c'est-à-dire le passage de l'Amérique latine jusqu'à l'Afrique. Je suis peut-être trop long, ça va pour l'instant? Ok. Donc une fois que cette drogue arrive en Afrique, l'objectif, bien entendu, c'est d'atteindre le marché européen, principalement, puisqu'il y a d'autres marchés qui sont en train de se développer. Et pour cela, les organisations criminelles latino-américaines ont besoin d'autres groupes criminels avec lesquels ils peuvent collaborer. Parce que ce ne sont pas eux qui vont transporter en petite quantité ou en plus petite quantité la drogue vers l'Europe. Ce sont d'autres organisations. Alors, il y en a plusieurs. Pour ce qui est de l'Afrique, il y a des organisations criminelles nigérianes qui sont devenues extrêmement puissantes. On en entend parler parfois dans les journaux télévisés ou les émissions documentaires sur la prostitution, notamment ici en France. On voit beaucoup de prostituées nigérianes. Mais ce sont les mêmes types de réseaux, les réseaux nigérians, qui se sont en grande partie chargés du demi-gros, si j'ose dire, pour ensuite utiliser d'autres personnes pour transporter. Eux, ils sont les organisateurs. Ils utilisent en partie des passeurs nigérians, mais aussi des passeurs de toute nationalité, africains, parfois aussi de plus en plus des Européens. Ça peut aller du retraité, parce qu'on a vu beaucoup des cas de retraités, notamment un retraité hollandais arrêté avec de la cocaïne, jusqu'à des familles qui sont censées passer inaperçues pour pouvoir transporter la drogue. Et donc cette drogue, elle est stockée dans différents pays africains, et ensuite elle repart par plus petite quantité, soit par 10, 15, 20 kilos, soit par des plus petites quantités, c'est-à-dire 600 grammes, 1 kilo. Et pour pouvoir s'installer et pour pouvoir travailler normalement et en toute sécurité, les organisations criminelles qui s'implantent, comme je parle des organisations criminelles colombiennes, elles ont besoin, outre de semi-grossistes, elles ont besoin aussi
de complicité dans les pays où elles s'installent. Parce que pour pouvoir mettre en place un réseau aussi important, avec d'aussi fortes quantités qui sont transportées, on choisit des endroits, des pays où on va pouvoir plus facilement corrompre les autorités. Alors c'est terrible parce que ça fait un peu cliché, mais l'Afrique n'est pas du tout la seule région concernée. Il y a les Balkans, il y a une partie de l'Amérique latine, il y a l'Asie. Enfin, l'Afrique, pour ça, n'a rien d'exceptionnel, je tiens à le préciser. Parce que je pense que souvent on parle de l'Afrique comme si c'était quelque chose d'à part, de différent, et finalement on se rend compte que dans les Balkans c'est la même chose, dans d'autres régions c'est la même chose. Et donc il y a de plus en plus de cas qu'on a relevés de complicité avec les autorités locales. Et quand je parle de complicité, ça va de policiers qu'on corrompt jusqu'aux plus hautes autorités, c'est-à-dire des dirigeants, des patrons de l'armée. Et on l'a vu en Guinée-Bissau, on l'a vu en Mauritanie, on l'a vu en Sierra Leone, on l'a vu au Nigeria et on l'a vu au Mali, puisqu'on voit aujourd'hui dans quel état est le Mali. C'est en partie, pas seulement, mais c'est en partie du fait du trafic. C'est un des éléments du puzzle malien en ce moment, et la drogue qui joue un rôle important. Donc on a ces pays qui deviennent des zones de stockage, avec des complicités au plus haut niveau, ce qui signifie plusieurs choses, ce qui signifie que ce sont des pays qui sont fragilisés, parce qu'à partir du moment où la criminalité commence à ce point à pénétrer le pouvoir, évidemment, il y a une fragilisation de l'État. Donc on a cette situation qui permet, donc on a l'Afrique de l'Ouest qui est devenue ainsi, comme ça, une sorte de plateforme qui permet la redistribution de la cocaïne vers l'Europe. J'ai encore un petit peu de temps ? D'accord, je vais terminer. Donc, je pense ce qu'on peut dire de tout ça, c'est que quand on parle aujourd'hui de cocaïne en France, quand on parle avec des gens qui en consomment ou des gens qui en parlent, on ne se rend pas toujours compte de ce que ça signifie. C'est-à-dire que le fait que la coke ait commencé à transiter par l'Afrique, ça a changé en partie la donne. On avait un terreau, puisque l'Afrique de l'Ouest est une région, et je parle de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a d'autres pays qui sont concernés, mais l'Afrique de l'Ouest est un bon exemple. On a des pays qui étaient déjà fragilisés, où l'état de droit a du mal à se mettre en place, où la justice a du mal à fonctionner, parce qu'il y a de la corruption, parce qu'il y a de la pauvreté, et parce qu'il y a un État qui n'est pas encore bien installé. Et le fait que la cocaïne arrive dans cette situation est très déstabilisatrice parce que ce sont des sommes gigantesques. C'est-à-dire qu'on a des pays, on a parfois quand on fait les calculs de ce que représente la cocaïne qui transite, en tout cas ce qu'on pense que transiter par la zone, parce que c'est difficile de savoir avec exactitude quelle quantité de cocaïne transite par une zone, puisque par définition c'est une marchandise illégale, donc il n'y a pas de chiffre des douanes en dehors des saisies pour savoir évidemment ce qui transite. Mais on se rend compte donc, que la cocaïne avec ces sommes énormes est un élément de plus dans la fragilisation d'États qui cherchaient à se construire, qui cherchent à avoir des systèmes juridiques, des États qui fonctionnent à peu près. Donc c'est un nouveau niveau, un nouveau facteur de risque pour la stabilité de ces États. Et on s'en rend compte au Mali aujourd'hui. Je vais peut-être en parler un petit peu plus parce que je pense que c'est intéressant de l'évoquer. Aujourd'hui, le Mali donc, est coupé en deux. Il y a donc une zone qui est contrôlée entre guillemets par le gouvernement central et l'autre qui depuis 4-5 mois est contrôlée par différents groupes. Il y a le MNLA qui est un groupe de Touareg, qui est un groupe armé. Il y a Ansardine qui est un mouvement extrémiste proche d'Al-Qaïda. Il y a AQMI qui est Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est au départ qui est une émanation du GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat d'Algérie. Et puis un autre groupe qui s'appelle le Mujao. Et aujourd'hui, le Nord Mali, c'est un petit peu comme l'Afghanistan quand les talibans ont pris le contrôle à une époque d'une partie de l'Afghanistan. C'est une zone de non-droit qui est contrôlée par ces groupes. Et sauf que ces groupes ne sont pas seulement des groupes qui prétendent défendre un islam pur. C'est en fait, d'une certaine manière, en partie une escroquerie, puisqu'une bonne partie sont de gros trafiquants, en fait. Il y a un des groupes, ça on peut le dire vraiment clairement, il y a un des groupes qui est le Mujao. Ce sont des gens qui étaient déjà des gros trafiquants de hashish, de cigarettes et de cocaïne, et qui ont constitué un groupe pour pouvoir, un peu opportuniste si j'ose dire, pour pouvoir se greffer sur le combat des groupes qui combattaient déjà dans la région. Et aujourd'hui on a une zone qui est à la fois une zone où des gens prétendent défendre un islam pur, mais qui en réalité font du commerce. Et donc la drogue est une des composantes de tout cela parce que ce sont des sommes phénoménales et donc il y a aussi des retombées pour la population parce que comme c'est une zone très pauvre,
La drogue fournit de l'argent à ceux qui contrôlent la zone pour pouvoir acheter d'une certaine manière en partie le silence des gens, parce que c'est vrai nous on est très choqués d'entendre que des gens sont amputés des mains pour un certain nombre de choses, que des gens sont tués de manière extrêmement violente. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que ces groupes qui ont donc de l'argent peuvent aussi en partie acheter le silence des gens, parce que ce sont des zones très pauvres, et que donc le fait de pouvoir faire circuler de l'argent dans ces zones-là permet aussi d'acquérir le soutien d'une partie de la population. Et donc on en arrive à un point qui rejoindra peut-être aussi ce que diront les autres intervenants, c'est qu'on n'est pas seulement dans de la géopolitique et dans de l'économie, on est aussi dans une question sociale et de développement. C'est qu'on a des zones qui sont pauvres, qui sont encore plus appauvries d'ailleurs quand il y a des conflits. Et donc ceux qui contrôlent ces zones contrôlent aussi d'une certaine manière, ont un contrôle sur la société, parce que la pauvreté est telle qu'eux ont les moyens pour pouvoir apporter un relatif bien-être, je dis bien relatif, à la population. Et donc c'est un des éléments qu'il faut prendre en compte. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où l'Afrique de l'Ouest, et puis aujourd'hui même toute l'Afrique, est une zone de transit parmi d'autres de la drogue, à la fois de la cocaïne, des méthamphétamines, donc une drogue synthétique qui est plutôt au départ fabriquée en Amérique latine, mais qui est fabriquée maintenant un peu partout, jusqu'en Asie, du hashish, de l'héroïne d'Asie du Sud-Est qui transite aussi par là. Donc on a un exemple, si je vais terminer par là, on a un exemple de comment se constitue une zone de transit de cocaïne ou de drogue à travers le monde. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre intervention passionnante. Des questions peut-être, déjà des interventions, des remarques, interrogations? Je suis peut-être juste sur une des dernières informations que vous venez de nous communiquer quant aux amphétamines en Afrique qui remonteraient sur le marché européen. C'est a priori... D'accord, donc en fait ça transiterait par l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest pour repartir en Asie. Donc autant pour moi, je n'avais pas compris. Je voulais savoir si ça remontait aussi en Europe, ce qui apparemment on ne constate pas une arrivée massive de stimulants de ce type, du moins en Europe pour le coup. D'accord. En fait, depuis quelque temps, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de saisies de méthamphétamines en Afrique, qui sont plutôt fabriquées, qui étaient jusqu'à maintenant plutôt fabriquées en Amérique latine et en partie en Asie. Et on s'est rendu compte qu'elles commencent à être fabriquées en Afrique même, notamment par les Nigérians, mais en collaboration avec des Latino-Américains, notamment il y a eu récemment la saisie d'un laboratoire en Nigeria, avec des Nigérians et des Boliviens qui fabriquaient des méthamphétamines et qui ensuite repartent vers l'Asie, qui est un gros marché, un marché vraiment émergent des méthamphétamines, parfois même jusqu'au Japon. Et on a même décelé des contacts entre les organisations nigérianes et les fameux Yakuza qui contrôlent le marché de la méthamphétamine au Japon. Alors bonjour, je m'appelle Maxime Ruby, donc je travaille dans un XAPA à Paris. Je voulais simplement vous demander, parce que c'est des choses qu'on entend mais qu'on a du mal à vérifier, est-ce que vous avez eu vent de production de cocaïne dans les pays d'Afrique ? C'est vrai que on s'est souvent posé la question. Il y a eu des soupçons à un moment, notamment en Guinée. On avait saisi un labo, mais malheureusement, les analyses n'ont jamais pu être poussées jusqu'au bout parce que je reprends peut-être ma réponse si vous n'avez pas entendu. Donc effectivement, il y a eu des soupçons sur l'Afrique, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais pu le prouver. Il y a eu un labo qui avait été découvert en Guinée-Conakry, c'était, il me semble, en 2009. Des analyses avaient commencé à être faites, mais en fait, le pouvoir guinéen a entravé ces recherches et on penche peut-être plus pour la fabrication de drogues synthétiques. Et effectivement, ce qui a été confirmé par la suite, maintenant on sait qu'il y a des labos de fabrication de drogues synthétiques. En revanche, pour la cocaïne, jusqu'à maintenant, mais il ne faut jamais être affirmatif parce que les organisations criminelles latino-américaines savent s'adapter, mais on pense plus que ça continue à être de grosses quantités de cocaïne qui arrivent en Afrique, qui sont reconditionnées, mais qui ne sont pas transformées. Oui, en Afrique de l'Ouest, enfin dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, il y a de l'héroïne. D'où provient cette héroïne ? Est-ce qu'elle provient principalement du Mexique ? Est-ce qu'elle traverse le continent africain ? Est-ce qu'elle arrive en Afrique de l'Est et elle traverse le continent africain pour atteindre cette région ?
Est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe avec l'héroïne? Ouais, c'est une question intéressante parce que l'héroïne a été, disons, même une des drogues dures c'était la première drogue dure à transiter par le continent africain. Bon, je mets à part tout ce qui concerne l'autre drogue qui est le hashish ou la marijuana qui est consommé et cultivé depuis très longtemps en Afrique subsaharienne et évidemment en Afrique du Nord et particulièrement au Maroc. Pour ce qui est de l'héroïne, aujourd'hui le plus gros producteur d'héroïne au monde, c'est l'Afghanistan. Entre 80 et 90% de l'héroïne. À une époque, on a eu beaucoup la Birmanie, mais aujourd'hui, c'est l'Afghanistan qui est en tête. Et en fait, donc l'héroïne, elle quitte évidemment l'Afghanistan pour atteindre l'Europe ou les États-Unis par diverses routes, mais l'Afrique est une de ces routes. Et elle arrive traditionnellement plutôt par l'Afrique de l'Est, pour ensuite traverser le continent africain et éventuellement repartir par divers pays. Alors il y a l'Afrique du Sud qui est une très, très grosse zone de transit. Il y a le Kenya, il y a évidemment l'Éthiopie qui est une zone de transit importante. Et ensuite ça repart. Alors ça peut repartir par le Ghana, ça peut repartir par le Sénégal, par différents pays et par différents moyens aussi, c'est-à-dire des passeurs ou bien même par conteneurs. Mais c'est plus souvent des passeurs qui transportent cette drogue. On découvre aussi parfois, comme assez récemment, il y a quelques mois, on a découvert un conteneur d'héroïne au port de Cotonou. Il y avait plusieurs centaines de kilos. Donc voilà, c'est effectivement une des zones de transit de l'héroïne. Et cela depuis les années 80 en fait. Et les Nigérians dont je parlais plus tôt ont commencé à être passeurs d'héroïne pour petit à petit devenir de plus gros trafiquants.